Dutrisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Alors, Churchill Falls, je pensais que c'était réglé, moi. Je pensais que l'entente était signée puis on n'en parlait plus. Ben, moi aussi, tu te souviens du 12 décembre récent, là, prochain, récemment, le 12 décembre. Oui, ouais. Je suis comme, excusez. Donc, il y a eu signature en grande pompe à Saint-Jean-Terre-Neuve entre Monsieur Legault et le premier ministre d'alors, qui est un premier ministre favorable à cette entente-là, évidemment. On enterrait la hache de guerre, finalement, parce que depuis très longtemps, là, Terre-Neuve était très déçu de cette entente-là, trouvait que le Québec payait l'électricité de Churchill Falls pas assez cher. Ils sont allés 17 fois. Ils étaient allés 17 fois devant les tribunaux pour faire annuler cette entente-là. Ouais. 17 fois, tu te rends compte? Mais c'est vrai que c'était pas cher, là. C'est pas cher parce que l'entente a toujours existe encore. Ce power contract, comme on l'appelait dans les années 60 quand ça a été signé. Donc, il est bon jusqu'en 2041, mais il faut savoir que Churchill Falls, ça n'aurait jamais existé si Hydro-Québec avait pas signé cette entente-là. Hydro-Québec prenait tous les risques et ils ont bien négocié, puis ils ont négocié ça à l'avantage du Québec. Et là, par contre, M. Legault disait, avant l'échéance de cette première entente-là, en 2041, il faut s'entendre de façon enterrer la hache de guerre, puis faire en sorte que Terre-Neuve et Labrador paye ait finalement plus de ressources, plus d'argent pour l'électricité qui est construite là. Puis en même temps, on avait cet autre projet de Gull Island où le Hydro-Québec investissait énormément et se trouvait comme co-actionnaire de cet autre gros barrage-là. Donc, tu sais, le gouvernement du Québec disait c'est gagnant-gagnant. C'est une bonne entente. Or, là, nouveau gouvernement de Tony Wakeham qui est arrivé en poste, il a nommé 3 personnes pour réviser ce protocole d'entente-là. Et les 3 personnes ont dit, il y a des bonnes choses là-dedans, mais en même temps, il faudrait renégocier avec 5 conditions, dont 3 qui sont quand même importantes, là. Et hier, Tony Wakeham a dit, oui, il faut renégocier. Autrement dit... Mais quelles conditions, Benoît, Antoine? Je vais revenir aux conditions, mais juste sur le principe, une fois qu'un gouvernement a signé... oui. Ça vaut rien. C'est censé être une entente. Non, mais quand quelqu'un dit, non, on a signé, mais il faut renégocier. Ouais. Voyons. C'est l'approche de Trump. C'est comme... ça fait penser à quoi? Ça fait penser à l'accord du lac Meach, quand Clyde Wells avait signé des modifications à Meach. Il disait, oui, ça me convient. Finalement, il a fait voter son assemblée. Tu te souviens de ce qui était arrivé? Ça avait pas passé. Puis Meach est mort comme ça en 1990. On dirait qu'on revit un peu cette affaire-là à travers l'entente autour de l'électricité. Il y a comme, je pense que c'est Michel C. Auger aujourd'hui qui parle de cette affaire-là, là, en disant que c'est un mythe fondateur à Terre-Neuve que le Québec a trompé les gens de Terre-Neuve et Labrador. Et donc, mais je lisais dans Radio-Canada le nouveau le complexe existant et la construction d'une deuxième centrale à Churchill Falls vont surtout bénéficier au Québec, ne rapportant que 68 millions de dollars à Terre-Neuve et Labrador d'ici 2075. Fait que c'est sûr que Terre-Neuve et Labrador veulent plus d'argent. Puis en même temps, ils veulent utiliser les installations d'Hydro-Québec pour vendre l'électricité aux autres provinces puis au New England qui viennent en savoir en compétition avec Hydro-Québec. Terre-Neuve et Labrador veut conserver, c'est la première condition, une plus grande part de l'énergie qui est générée par par Churchill Falls. Puis deuxièmement, ils souhaitent utiliser, comme tu viens de le dire, les lignes de transmission pour exporter aux Américains, eux autres aussi, de l'électricité.
Et s'il le faut, il a été même évoqué qu'il y a comme pour l'intérêt national, là, en invoquant l'intérêt national, qu'une sorte de qu'on force finalement le passage d'électricité de Terre-Neuve par les lignes québécoises. Ça, c'est baveux. Le fédéral ferait ça. C'est baveux parce que là, le fédéral n'a jamais mis une scène dans Hydro-Québec pour nous aider à développer le réseau, mais ils ont aidé pour Churchill Falls, ils ont aidé Terre-Neuve et Labrador pour la construction de centrales. Nous autres, là, au Québec, on s'en Ils ont aidé pour l'exploration, l'exploitation des hydrocarbures aussi, ouais, là. Ouais. Tu te souviens d'Hibernia, donc, tu sais, c'est... ils ont prêté des sous aussi pour, comme tu as dit, la fameuse Muskrat Falls, le fameux projet de Muskrat Falls. Alors, ça, c'est terrible. Alors, là, j'écoutais Christine Fréchette hier dire, oui, on peut s'entendre, mais on fera aucun compromis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ouais. Et il faut s'entendre rapidement. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que le Parti québécois pourrait prendre le pouvoir le 5 octobre. Et je vais te dire, au Parti québécois, ce matin, Pascal Paradis a exposé sa position. Et la position du Parti québécois, c'est il n'y a plus d'entente, ça n'existe plus, on peut l'écouter. Les négociations se réouvrent à partir d'aujourd'hui. Je vous le dis, là, il y a l'entente telle qu'elle est là. On a beau dire que là, elle n'est pas déchirée. Mais si vous avez Terre-Neuve dit, ce qui fait mon affaire là-dedans, je vais le garder, mais ce qui fait pas mon affaire, je vais le renégocier. Non, c'est une négociation qui recommence à deux. Et ça prend une entente équitable pour le Québec. Et je le réitère, François Legault et le gouvernement de la CAQ se sont présentés en position de faiblesse à cette négociation-là, en admettant que les termes étaient inéquitables pour Terre-Neuve. Ce n'est pas le cas. L'entente, elle a été validée à plusieurs reprises par les tribunaux. C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai eu l'impression, en décembre, qu'on se présentait un petit peu position de faiblesse. Il y a des affaires symboliques, comme le premier ministre de Terre-Neuve, il n'a pas daigné dire un mot en français. Il a quand même pu dire bonjour, monsieur le président. Je sais pas, moi. Mais on arrivait là en mea culpa, là. On arrivait là avec un sentiment de culpabilité. Puis on dit, on va essayer de vous accommoder. On négocie, là. C'est de la business. On n'a pas à faire plaisir à personne. Je sais pas ce qui se passe dans les provinces limitrophes. Il y a comme une québécophobie ou une phobie de l'électricité québécoise. Je vais te donner cet exemple-là où ils reviennent sur leur signature. On peut parler de l'Ontario qui a refusé, le Doug Ford, il a pris des bières avec François Legault, mais il a refusé complètement toute construction commune d'une autre ligne de transmission qui aurait amené de l'électricité. Ça a été proposé, l'électricité québécoise en Ontario. Ça avait été proposé par François Legault en 2018. Puis évidemment, si on remonte plus loin, on se souvient que Jean Charest avait carrément acheté Énergie Nouveau-Brunswick, puis il s'apprêtait à complètement refaire les grandes centrales nucléaires, puis aussi d'amener de l'électricité québécoise. Et ça, je dis, ils ont élu quelqu'un qui était contre. Alors c'est comme ça se reproduit tout le temps cette je sais pas comment appeler ça. Et Doug Ford qui a refusé d'acheter de l'électricité québécoise, de l'hydroélectricité, parce qu'il préfère développer des centrales nucléaires. Tu sais, il y a vraiment une québécophobie dans les provinces avoisinantes. Difficile de négocier avec des gens qui taillissent. Là. Ceux qui sont pas d'accord avec ça, expliquez-moi là pourquoi ça échoue tout le temps là les ententes avec les voisins. Ouais, Mme Fréchette devrait t'expliquer pour les ça. Les écœurants, les salauds, alors que mais il n'aurait pas existé Churchill Falls si le Québec avait pas, puis Hydro-Québec avait pas pris tous les risques. Ça, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Non, c'est ça. Mme Fréchette, là, la bonne fédéraliste, qu'elle nous explique c'est quoi le rapport avec les autres provinces. Tu sais, avec l'historique qu'on a connu là, de négociation. En tout cas, il y a le sondage qui est sorti aussi, là, on l'a beaucoup commenté. Là, ça devient une course à trois, hein? Oui, c'est ça, c'est la grande nouveauté. Et je lisais cet intéressant livre, Une décennie de turbulence électorale au Québec. Ouais. Alors, c'est des auteurs, tu sais, Richard Nadeau, c'est un sondeur qu'on a connu. Il a travaillé notamment pour le Parti québécois. Il y a Jean-François Daoust, qui est un jeune politologue. Et leur conclusion, c'était de dire,
jadis, on avait 2 partis au Québec, surtout à partir des années 80, là, quand l'Union nationale disparaît. 2 partis face à face. Puis, avec l'arrivée de l'ADQ, puis la CAQ, ben il y a eu un multipartisme. Là, on peut ajouter maintenant Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec. On a beaucoup de partis. Et la question qu'il posait, en conclusion de cette étude-là, c'est qu'il se disait, ben, est-ce qu'on va revenir à 2 partis qui s'affrontent, un espèce de binôme, le PQ-PLQ? On avait l'impression dans les dernières semaines, les derniers mois, mais non. Là, on voit avec le dernier sondage, puis moi je trouve que c'est la grande nouveauté, qu'il semble vraiment y avoir une course à 3 qui se profile. Il y a une sorte d'effet fréchette, on peut pas le nier. Là. Je sais qu'il y a des gens qui sont fâchés qu'on dise ça. J'ai reçu des messages là-dessus, mais il y en a bien un. Tu sais, quand tu penses qu'il y a une remontée dans les intentions de vote, 5 points, satisfaction en hausse. Legault, en janvier, avait 29% de satisfaction, elle à 47. Puis, comme meilleur PM, elle vient de doubler Charles Milliard. Elle est 2e après Paul Saint-Pierre Plamondon, puis pas loin, là. 20, il y a 20, lui, il y a 22, elle a 20. Oui, il y a beaucoup de monde qui cherche le meilleur PM, là. C'est la majorité de ce côté-là. Mais, les autres candidats vont avoir de l'importance, et le parti qu'on traîne aussi. Tu sais, le parti que Mme Fréchette traîne avec elle, a 8 ans de réprobation, de reproches. Oui, puis c'est pour ça que le recrutement était vraiment difficile jusqu'à maintenant. Est-ce que ces bons chiffres-là vont améliorer sa capacité de recrutement? Je voyais l'entrevue de Mme Fréchette avec Alain Laforêt hier à Paris, puis il lui a posé la question sur le recrutement. Elle a répondu, pour moi, c'est important de pas tout de suite annoncer des candidatures. Je veux montrer aux Québécois qu'on gouverne et qu'on répond à leurs préoccupations. Ouais. Les nominations, les candidatures, elles viendront plus tard. Ça tombe bien quand même avec des sondages comme ça, parce que, je veux dire, le Parti québécois puis le Parti libéral aujourd'hui, là, ils présentent des candidatures importantes. Aujourd'hui, pour le Parti libéral, c'est Julie White qui se présente dans Jean Talon. C'est une candidature, tu sais, elle vient de manufacturier et exportateur du Québec, c'est important. Et c'est une ancienne conseillère des libéraux qui avait été une sorte de candidate poteau en 2022, puis là, elle est candidate vedette. Alors, c'est intéressant. Le PQ se maintient pas mal. On voit que même dans la capitale nationale, moi, mon attention a été attirée par ça parce que Éric Duhaime disait toujours, c'est nous qui sommes les premiers dans la capitale nationale. Là, le Léger dit, attention, c'est le PQ qui est à 29, puis le PCQ, donc le Parti conservateur, est à 22. Ça va être une lutte importante à 2 et peut-être même à 3 là, dans la capitale nationale parce que la CAQ a aussi monté. Il y a des feux jaunes pour Charles Milliard, mon cher Benoît, baisse de 2% dans les intentions. C'est-à-dire, chez les francophones surtout, baisse, là, on est rendu à 17, on est retourné à 17% alors qu'on était remonté. Il y a seulement 15% des Québécois qui considèrent qu'il serait un meilleur premier ministre, donc il est rendu 3e. Et, bon, il se maintient évidemment à 28%, là, mais c'est quand même une baisse par rapport aux 33% qu'il avait réussi à avoir dans des sondages précédents. Ça risque d'être toute une boîte à surprise et je me tais là-dessus. Ah oui, on verra ça au mois d'octobre, là, la prochaine saison. 110% parlementaire. Politique. Oui, monsieur. Merci, on sait que Antoine. t'adores ça. Ouais, salut. Salut.